J'ai fait une critique assez dure de la sociologie qui ne s'intéressait pas dans les années 70, 80 à tout ce qui se passait dans les régions au niveau des minorités nationales. On peut aussi critiquer les anthropologues qui ignoraient ces problèmes. Et un exemple, si vous prenez le dictionnaire de l'anthropologie de Bonte et Isard, publié en 91, eh bien, le concept d'ethnicité n'existe pas. Donc, ça traduit toute une orientation de l'anthropologie. C'est pourtant un dictionnaire, donc ça devrait être ouvert à toutes les tendances. Ça traduit quand même une certaine orientation des anthropologues français qui ignorent toute une approche qui est largement répandue ailleurs, dans le monde anglo-saxon en tout cas. Donc je disais que on avait pris avec mes étudiants cette approche barthienne et on avait travaillé aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Et ce qu'a montré ces enquêtes, c'est que la langue, qui donc était une ressource au sens barthien du terme, la langue pouvait être un stigmate pour les ruraux, parce qu'ils parlaient patois, hein, ils parlaient... C'était une façon... on disait qu'ils parlaient patois, c'est-à-dire les urbains disaient « Ah, mais vous parlez patois ». Et donc, ils avaient honte de cette... même si, entre eux, ils étaient très fiers et très contents de parler patois entre eux, quand ils s'adressaient à l'extérieur, c'était plutôt un stigmate. Par contre, donc, dans leur confrontation avec l'urbain, quoi. Et là, on retrouve la problématique relationnelle de Barthes. Bon, et... par contre, pour les lycéens qui choisissaient l'occitan au bac, c'était une source de plaisir et une curiosité qui les valorisait. Un tiers d'entre eux avaient des grands-parents venant du monde rural. Mais c'était leurs grands-parents, donc c'était pas pareil. Alors, ces enquêtes ont donc, là je résume très rapidement, mais ont été très riches, ont donné lieu à 2 maîtrises qui ont une mention très bien. Et au même moment, au mois de mars 76, explosait une révolte qu'on a appelée les événements de Montredon, près de Narbonne, où les viticulteurs se rebellaient face à la politique du marché commun qui laissait entrer sur le territoire français les vins espagnols. Et donc, l'entrée de ces vins espagnols dévalorisait ceux qu'ils exploitaient. Et il y a eu un conflit très violent, puisque un CRS et un viticulteur sont morts. Donc ça a donné lieu à énormément de commentaires dans la presse nationale et régionale. Et avec ces 2 collègues, historiens et littéraires, qui m'ont beaucoup aidé dans la compréhension de ces révoltes occitanes, on a entrepris d'étudier la presse régionale et nationale de ce jour-là, du 4 mars 1976, et de la comparer avec les événements qui avaient eu lieu en 1907, également dans la même région et sur le même problème de la viticulture. Donc ça a donné lieu à beaucoup de discussions entre nous trois, et on a fait une publication dans une revue qui s'appelle Lengas,
une revue occitane, mais en français, sur cette recherche qui montrait l'évolution des ethnotypes sur les gens du Midi et le type de discours politique, économique que la presse régionale et nationale faisait sur ce type d'événements. Les premiers résultats de toute cette recherche ont été publiés, ont été présentés au 10e colloque de l'AISLF. L'AISLF, c'est l'Association internationale des sociologues de langue française. Il faut dire qu'à l'époque, comme il n'y avait pas d'association des anthropologues français, beaucoup d'anthropologues fréquentaient cette association, en étaient membres, parce que Ballandier en était président pendant un certain temps, et donc c'était très ouvert à l'anthropologie. Et moi, j'ai participé à de nombreux colloques de l'AISLF pour présenter mes recherches. Et ce colloque de 78, qui se tenait en plus à Toulouse, dans mon université, portait sur les mouvements régionaux, les minorités ethnoculturelles et les nations. Donc c'était un thème qui correspondait tout à fait aux recherches que je faisais sur l'Occitanie. Et donc j'ai présenté les premiers résultats de cette recherche en cours. On m'avait, le président de l'association à l'époque, qui était le directeur de l'Institut de sociologie, Raymond Ledru, m'avait fortement poussé à créer ce qu'on appelait des comités de recherche. Il y avait à la ISLF toute une série de comités. Et là, j'ai créé un comité langue et identité collective. Ce qui m'a permis de regrouper toute une série de chercheurs français qui travaillaient aussi bien sur la Bretagne, comme Pierre-Jean Simon, qui a également créé la revue Pluriel, qui est une revue qui a beaucoup œuvré pour montrer la diversité existante en France. Il y avait également Louis Quéré sur la Bretagne, Vanda Dressler-Lohan qui travaillait sur la Corse, Michel Auriol sur les Portugais, enfin bref, toute une série de gens qui étaient éparpillés dans des universités françaises et qui n'avaient pas forcément de lien entre eux. Donc en créant ce comité de recherche, on a eu l'occasion de se retrouver une fois par an dans une des universités auxquelles on appartenait pour faire le point de nos recherches, pour discuter les différentes problématiques, bref, pour avancer ensemble et pour communiquer dans un milieu universitaire où on n'avait pas beaucoup de place, si vous voulez. À cette époque-là, jusqu'aux années 60, ça peut paraître bizarre, mais l'identité n'était pas encore un concept aussi banalisé que c'est devenu aujourd'hui, où il est devenu, c'est dans le langage courant qu'on parle d'identité. C'est devenu un langage très important à la fin des années 70, et d'ailleurs un colloque réunissant sur le thème de l'identité a réuni à Toulouse, dans l'université où j'étais, 700 personnes. Ça montrait qu'il y avait une espèce d'émergence de ce concept qui servait aussi bien les psychologues, les sociologues, les anthropologues, les philosophes, enfin bref, il y a eu une vogue de l'usage de ce concept qui ensuite s'est banalisé, qui était très importante à cette époque. Alors, ce colloque de 78, là, où j'ai créé ce comité de recherche langue et identité collective, a été très important pour moi aussi parce que j'y ai rencontré 2 personnes avec lesquelles je vais travailler ensuite. D'une part, Christian Coulon, qui était politologue et chercheur CNRS, mais enseignant aussi à l'université de Bordeaux.
Et il parlait occitan, il s'intéressait au mouvement occitan, il faisait des recherches sur le mouvement occitan, tout en étant africaniste et travaillant sur les marabouts en Afrique noire. Et on avait cela en commun, c'est qu'on avait chacun nos terrains ailleurs, moi en Amérique latine et lui en Afrique, et puis on se retrouvait sur la revendication occitane. Donc on a pas mal travaillé ensemble, et il m'a proposé, par exemple, de participer à un colloque à Oxford en 79 sur Politics and Ethnicity, et où on a parlé du problème occitan. C'était un colloque dirigé, organisé par Cynthia Enloe, qui était une politologue américaine dont j'avais lu plusieurs livres aux États-Unis. Et notre intervention sur l'ethnicité occitane et la situation politique en France a été publiée dans une revue assez connue dans le monde anglo-saxon qui s'appelle Critique of Anthropology. Et quelques années plus tard, Christian Coulon m'a aidé également à co-organiser une réunion que m'avait demandé le centre Thomas More, qui est un centre où il y a pas mal de réunions, où on réfléchit sur un certain nombre de problèmes. Le centre Thomas More est situé près de Lyon, et où il m'avait demandé d'organiser une réunion sur les minorités nationales en France. En 83, donc quelques années plus tard. Et là, c'était un énorme sujet. On a décidé, avec Christian, de se focaliser sur le problème occitan, parce que on avait conscience qu'en 81, le gouvernement avait changé, les socialistes étaient au pouvoir avec Mitterrand, et ils étaient plus ouverts aux problèmes de ces minorités nationales. Il y avait un livre qu'avait fait paraître le gouvernement socialiste qui s'appelait « La France au pluriel ». Et on avait également développé l'enseignement des langues régionales, l'enseignement donc de l'occitan, des radios libres, de la télévision. Donc il y avait une certaine ouverture du gouvernement à ces problèmes de minorité nationale. Et paradoxalement, on avait l'impression que les intellectuels et tous ces leaders occitans dans les mondes de la chanson, du théâtre, de la presse, n'avaient pas saisi cette occasion pour aller plus loin, pour avancer dans... Et donc, on a décidé de faire une réunion qui réunirait à la fois des chercheurs et des acteurs occitans, à 50-50. Et donc, ces acteurs occitans représentaient ces différents domaines du cinéma occitan, du théâtre, de la presse, etc. Et ça a été 2 jours très, très, très intenses de discussions à bâton rompu sur toutes ces questions qui nous préoccupaient. Et on faisait le constat, et ils faisaient le constat eux-mêmes, que le mouvement occitan s'était en quelque sorte coupé du monde réel, des gens, si vous voulez, qui, eux, parlaient l'occitan. Ils étaient un peu trop... Ils s'étaient réfugiés sur des sphères un peu trop intellectuelles du mouvement occitan, de la démarche militante, et ils s'étaient coupés des pays, des différents pays occitans qui existaient en Occitanie. En bref, des identités d'en bas, si vous voulez, et que cela les avait empêchés, on peut dire, de progresser dans ces revendications de droits et de pratiques occitanes. Alors, est-ce que pour autant on peut dire que
le mouvement occitan avait échoué. Je ne sais pas, parce que en 89, donc 6 ans plus tard, Dominique Baudis, qui était plutôt de droite, est un homme politique qui a pris la présidence de la région Midi-Pyrénées. Et en étant président de la région Midi-Pyrénées, il a choisi le drapeau occitan comme drapeau pour la région, au lieu de prendre un drapeau européen avec les 12 étoiles qui lui paraissait très banal. Alors ça m'a intriguée. Et au lieu de dire, bon, les Occitans, c'est terminé, je me focalise sur mes recherches en Amérique latine, là, je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faudrait essayer de creuser. Et je me suis débrouillée pour avoir des entretiens avec un certain nombre de fonctionnaires ou de conseillers de Dominique Baudis, qui travaillaient à l'hôtel de région. Et j'ai fait toute une série d'entretiens avec ces gens-là, donc des conseillers, qui me disaient, mais le drapeau occitan, c'est le drapeau de nos origines. Vous vous rendez compte? Des drapeaux de des gens de droite. Hein. Parce que quand même, l'Occitanie est beaucoup plus à gauche qu'à droite. Et donc, il y avait là une certaine approche instrumentale de l'ethnicité que je découvrais. Et j'en ai fait un article pour une revue occitane qui s'appelle Amir. Et alors, à cette époque-là, il y avait à Toulouse un bilinguisme qui se développait. C'est-à-dire que toutes les rues ont commencé à prendre des rues en français et en occitan. Maintenant, si vous allez à Toulouse, il y a les deux langues. Dans le métro, quand on annonçait les stations, c'était dans les deux langues. Donc, il y a eu une appropriation par les pouvoirs politiques de ce bilinguisme franco-occitan qui a habitué les gens, si vous voulez, à cette atmosphère occitane, à ce paysage culturel, diraient les géographes. Et peut-être que ça a joué un rôle inconscient, parce que ce qui m'a frappé, c'est qu'en 2017, donc très longtemps après, et l'année dernière, un nouveau découpage régional a eu lieu en France, et on a demandé aux régions de choisir un nom. Et la région Midi-Pyrénées a choisi de s'appeler Occitanie. Ce qui n'a pas plu à certaines personnes, mais moi j'étais très favorable, évidemment. Et donc je me suis dit, bon, j'espérais que des gens se feraient une petite recherche pour savoir comment tout ça pouvait avoir eu lieu. Donc je me disais que quelque part, il y avait eu un travail inconscient de cette idée d'identité occitane, d'Occitanie, parce qu'il y a eu un référendum quand même, et ça a été plébiscité par un certain nombre de gens, ce qui a fait que la présidente de la région a dû choisir le terme Occitanie. Donc, à mon avis, quelque part, le mouvement avait réussi à convaincre une partie de ses habitants qu'il y avait... alors que 40 ans avant, quand j'ai fait cette recherche sur Montredon, on n'utilisait jamais le terme Occitanie. On parlait des gens du Midi. Et c'était le vin et le soleil et le gros rouge qui tâche et toutes ces expressions qui ressortaient chez les journalistes. Jamais je n'ai vu le terme Occitanie. De temps en temps occitan, mais très peu. Donc il y a eu un énorme travail des mentalités qui font qu'aujourd'hui on parle d'Occitanie. Et alors maintenant, partout il y a le terme Occitanie, sur l'hôtel de région.
sur toutes les publications de la région, etc., etc. Alors, la troisième chose pour laquelle le fameux colloque, congrès de 78 de l'AISLF m'a beaucoup marqué, c'est que, en dehors de Christian Coulon, avec lequel j'ai fait toute une partie de ses recherches, j'ai rencontré aussi Édouard Thiriaquian, qui était un sociologue de Duke University aux États-Unis et qui était francophone, membre de l'AISLF et qui avait toute une recherche sur les minorités nationales en Europe. Et donc, le fait que je travaille sur les Occitans l'a intéressé. Et il m'a invité l'année d'après à la réunion des européanistes à Washington, où j'ai présenté l'état de la recherche, mais j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur le mouvement gallois, comme Glyn Williams, Aristide Zolberg, qui était quelqu'un de la New School de New York, qui travaillait sur les minorités nationales en Europe. Donc ça me permettait de tisser des liens à l'international sur des gens qui travaillaient sur ces mêmes problèmes, quelquefois en sciences politiques ou en sociologie, alors qu'au niveau national, souvent, ça manquait. Thiriaquian m'a également invité plus tard à une autre réunion où j'ai rencontré un autre chercheur qui travaillait sur le mouvement écossais, et également quelqu'un de plus connu qui s'appelait Michael Hector, qui était britannique, anglais, et qui avait publié un livre qui a suscité beaucoup de débats en 1975 sur le colonialisme interne, sur les Celtes, the Celtic Fringe, comme il l'appelait, dans le développement de la Grande-Bretagne. Et donc ce terme de colonialisme interne a fait débat et a été débattu notamment en 81, lorsque j'ai organisé un symposium dans le cadre du premier congrès de l'Association française des anthropologues sur les mouvements, enfin sur les minorités nationales. Hector est venu et a expliqué son modèle de colonialisme interne, qu'il avait un peu revu et corrigé lorsqu'il a comparé le cas de la Grande-Bretagne avec le cas écossais et le cas catalan. Cela l'a amené à un peu moduler son modèle et à faire quelques corrections.